Bonjour. Dans le chapitre 4, nous aurons un aperçu des éléments de technologie des automatismes. Dans ce chapitre, nous débuterons par une introduction générale sur les automatismes, suivie d'un rappel sur la structure des automatismes dans les différentes technologies concurrentes. Ensuite, nous examinerons en détail les actionneurs pneumatiques, puis nous nous pencherons sur les préactionneurs utilisés spécifiquement pour les actionneurs pneumatiques. Après cela, nous explorerons le rôle crucial des interfaces dans les systèmes automatisés, avant de conclure avec une discussion sur les organes de commande et leur importance dans le contrôle des processus industriels. Les différentes technologies concurrentes dans le domaine de l'automatisation industrielle utilisent des structures d'automatismes adaptées aux besoins spécifiques des applications, en utilisant diverses architectures matérielles et logicielles pour assurer le contrôle efficace des processus et des équipements. Ce chapitre couvre plusieurs aspects essentiels de l'automatisation industrielle dans les technologies concurrentes. Il inclut la structure fondamentale des automatisations, les actionneurs pneumatiques, les préactionneurs pneumatiques, les interfaces et les organes de commande. Pour aborder efficacement les éléments de technologie d'un système industriel automatisé, il est recommandé de posséder des connaissances préalables dans plusieurs domaines techniques. Voici quelques domaines de connaissances recommandés. L'électricité et l'électronique, l'automatisme et le contrôle, l'informatique et la programmation, les systèmes mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, les normes de sécurité industrielle. La structure d'un automatisme dans les technologies concurrentes peut varier en fonction des architectures et des composants spécifiques utilisés. Voici quelques-unes de ces structures. Les automates programmables industriels, les systèmes embarqués, les automatismes distribués, l'automatisation basée sur PC, l'automatisation basée sur l'Internet des objets. Les automates programmables industriels sont des dispositifs spécialisés largement employés dans diverses industries pour automatiser les processus industriels. Leur popularité découle de leur flexibilité élevée et de leur réputation de robustesse et de fiabilité. Programmés à l'aide de langages spécifiques tels que le ladder, le graph7 et le langage structuré, les API sont adaptés à une grande variété d'applications, offrant ainsi une solution fiable et polyvalente pour le contrôle des processus industriels. Les systèmes embarqués combinent le matériel de contrôle et le logiciel en un seul dispositif. Ils font souvent appel à des microcontrôleurs ou à des microprocesseurs spécialisés. Le logiciel embarqué est développé spécifiquement pour l'application et peut être installé directement sur le matériel. Ces systèmes sont privilégiés dans des applications où des contraintes telles que l'espace restreint, les coûts ou d'autres limitations rendent les automates programmables industriels moins appropriés. L'automatisation basée sur PC repose sur l'utilisation d'ordinateurs industriels ou de PC standards en tant que plateforme de contrôle. Ces systèmes fonctionnent généralement sous des systèmes d'exploitation tels que Windows ou Linux. Les logiciels de contrôle sont couramment développés en utilisant des langages de programmation de haut niveau. Bien qu'elle offre une grande flexibilité et une puissance de traitement élevée, cette approche peut être moins adaptée aux applications temps réel que les PLC en raison de la latence inhérente aux systèmes d'exploitation et aux processus multitâches des PC. Les automatismes distribués se caractérisent par la répartition des fonctions de contrôle sur plusieurs modules ou dispositifs connectés en réseau. Chaque module peut fonctionner de manière autonome et communiquer avec d'autres modules pour coordonner les opérations. Cette approche est privilégiée pour des systèmes étendus ou complexes nécessitant une distribution des tâches de contrôle pour une efficacité et une flexibilité accrues. L'automatisation basée sur l'Internet des objets partage plusieurs similitudes avec les automatismes distribués mentionnés précédemment. Dans cette approche, les fonctions de contrôle sont également réparties sur plusieurs modules ou dispositifs connectés en réseau. Chaque module peut opérer de manière autonome et communique avec d'autres modules pour coordonner les opérations. Cette méthode est souvent adoptée pour des systèmes étendus ou complexes nécessitant une distribution des tâches de contrôle, mais elle se distingue par l'intégration de capteurs et d'actuateurs connectés à l'Internet, permettant une surveillance à distance et une réactivité accrue grâce aux données en temps réel. Un actionneur pneumatique est un dispositif qui transforme l'énergie de l'air comprimé en travail mécanique. Parmi les actionneurs pneumatiques les plus utilisés dans les systèmes automatisés on trouve le vérin pneumatique, le générateur de vide Venturi,
Les vérins pneumatiques sont les actionneurs qui réalisent des mouvements généralement linéaires à l'endroit même où on a besoin d'une force. Par exemple, la perceuse, la porte-autobus et la presse. Un vérin est constitué d'un cylindre, fermé aux deux extrémités, à l'intérieur duquel se déplace librement un piston muni d'une tige, sous l'effet des forces dues à la pression de l'air comprimé. Pour faire sortir la tige, on applique la pression sur la face arrière du piston et pour la faire rentrer, on applique la pression sur la face avant. Nous distinguerons deux familles de vérins. Les vérins simples effets. Les vérins double effet. Les vérins simples et doubles effets sont des types spécifiques de vérins hydrauliques et pneumatiques, différenciés par le nombre de sens dans lesquels ils peuvent exercer une force. Le vérin simple effet produit l'effort dans un seul sens. Il n'est donc alimenté que d'un seul côté. Le retour à la position initiale s'effectue en général par un ressort. Dans un vérin double effet, la sortie et la rentrée de la tige s'effectuent par l'application de la pression, alternativement, de part et d'autre du piston. Les vérins double effet sont utilisés lorsqu'on a besoin d'efforts importants dans les deux sens. En dehors des vérins simples et doubles effets, il existe d'autres types de vérins disponibles sur le marché. Parmi eux, on peut citer les vérins sans tige, les vérins rotatifs et les vérins compacts. Le fonctionnement d'un vérin dépend des caractéristiques suivantes. Le diamètre du piston, la course de la tige et la pression d'alimentation. Le choix et le dimensionnement d'un vérin s'effectuent en fonction de l'effort à transmettre. Les vérins pneumatiques sont utilisés dans les systèmes d'automatisation industrielle pour effectuer une variété de tâches telles que le transfert, le pivotement, le serrage, l'éjection, le marquage, l'assemblage et le formage. Un préactionneur est un dispositif utilisé dans les systèmes d'automatisation pour préparer ou conditionner les signaux avant de les transmettre aux actionneurs principaux. On y retrouve principalement les contacteurs, les distributeurs et les relais. Les distributeurs pneumatiques sont des éléments de la chaîne d'énergie. Ils distribuent de l'air comprimé aux actionneurs pneumatiques à partir d'un signal de commande. Ils permettent de commuter et contrôler la circulation des fluides sous pression et assurent diverses fonctions. Le contrôle du mouvement de la tige d'un vérin. Choisir le sens de circulation d'un fluide. Exécuter des fonctions logiques. Démarrer ou arrêter la circulation d'un fluide. On peut comparer un distributeur à un robinet que l'on ouvre et ferme non pas à la main, mais par des ordres donnés par la partie commande. Il est constitué d'une partie fixe et d'une partie mobile qui peut se déplacer à l'intérieur de la partie fixe selon un ordre direct ou indirect. Le tiroir est doté de conduites permettant le passage de l'air entre les différents orifices de la partie fixe. Chaque position du tiroir du distributeur est représentée par une case carrée. Puisque le tiroir peut occuper deux positions, on dessinera deux cases. Les canalisations sont représentées par des flèches dont le sens indique le passage de l'air comprimé. La symbolisation du raccordement des orifices s'effectue de la façon ci-contre. Les canalisations aboutissent à la case représentant la position initiale. Une possibilité de passage du fluide est symbolisée par une flèche indiquant le sens de circulation. Un blocage du fluide est symbolisé par un T. La représentation des différents types de commandes s'ajoute de chaque côté du symbole de base. On parle de distributeur 2-2, 3-2, 4-2, 4-3, 5-2. Le premier chiffre correspond au nombre d'orifices et le second au nombre de positions de travail. Dans la représentation, le nombre de rectangles, ou de carrés, correspond au nombre de positions de travail du distributeur. Les orifices d'admission et d'échappement, ainsi que les numéros des orifices, sont représentés sur le rectangle correspondant à la position active. 4-2, cela fait référence au nombre de voies et de positions du distributeur. Le distributeur possède 4 ports ou voies à travers lesquels le fluide peut circuler. Dans un distributeur pneumatique typique, ces ports sont étiquetés comme suit. P, c'est la pression. A, c'est l'activation. B, c'est le retour. R, c'est l'échappement. Ce distributeur possède aussi deux positions de fonctionnement possibles, ces positions sont généralement désignées comme suit. Dans la position 1, le fluide est dirigé d'un port spécifique à un autre selon les besoins du système. Dans la position 2, le flux de fluide est bloqué ou dévié, empêchant son mouvement dans le système. Le distributeur 3-2 est utilisé pour les vérins simple effet.
Il n'a qu'un orifice pour l'alimentation du vérin plus qu'une seule chambre peut être connectée au distributeur. Le distributeur 5.2 est utilisé pour les vérins double effet au même titre qu'un distributeur 4.2. Le 5.2 possède un orifice d'échappement par chambre du vérin. Les pilotages des distributeurs commandent le déplacement du tiroir en fonction de la consigne opérative issue de la partie commande. Il y a de nombreuses options de pilotage disponibles, mais parmi les plus fréquemment utilisées, on retrouve les options citées ci-contre. Si le distributeur possède une commande par ressort, il est monostable ou à simple pilotage. Seule la position obtenue grâce au ressort est stable. En l'absence d'un signal de pilotage extérieur, le tiroir se déplace automatiquement dans la position du ressort. Si le distributeur possède deux pilotages de même nature, il est bistable ou à double pilotage. Les deux positions sont des positions stables. En l'absence d'un signal de commande extérieure, le tiroir ne bouge pas et reste dans la position qu'il occupe. On note que le choix d'une commande monostable ou bistable dépend exclusivement de considérations liées à la partie commande. Une erreur trop fréquente consiste à penser qu'il y a un rapport entre un vérin simple effet et un distributeur monostable. Le repérage ainsi que la codification des différents orifices d'un distributeur suivent une règle normalisée. Ainsi, le repérage des connexions sera identique d'un fabricant à un autre. L'alimentation en pression est repérée par 1. Les orifices d'échappement sont repérés 3 et 5, lorsqu'il n'y en a qu'un, c'est le numéro 3 qui est conservé. Les orifices d'alimentation des chambres du vérin sont repérés 2 et 4, lorsqu'il n'y en a qu'un, c'est le numéro 2 qui est conservé. Les pilotages sont repérés 1-2 et 1-4. Le pilotage 1-2 permet de mettre en relation l'alimentation 1 avec la chambre 2. Par contre le pilotage 1-4 permet de mettre en relation l'alimentation 1 avec la chambre 4. Dans le cas d'un distributeur 3.2 ou 4.2, l'alimentation en pression se fait par l'orifice de gauche de la case concernée. Il faut alors câbler qu'une seule case, la case correspondant à la position du pilotage active dans le schéma. Dans le cas des distributeurs monostables, c'est souvent la case ressort, sauf si la partie commande est représentée et que l'autre pilotage se trouve activé. L'état de la tige du vérin, tige rentrée ou sortie, doit être en rapport avec le câblage dessiné. Les interfaces jouent un rôle essentiel en établissant la connexion entre la partie de commande et la partie opérative d'un système. Elles facilitent la communication entre la commande et l'actionnement, ainsi que entre les capteurs et la commande. Les préactionneurs, les coupleurs d'entrée et sortie, ainsi que les modules d'entrée et sortie analogiques font partie des composants qui remplissent cette fonction vitale d'interconnexion. Les interfaces peuvent accomplir différentes tâches, telles que la conversion, l'adaptation et l'isolement des signaux. Elles peuvent être classées en deux catégories selon la façon dont elles interviennent sur les signaux. Celles qui ajustent les paramètres d'un signal. Et celles qui changent sa forme ou sa nature. Les interfaces qui ajustent les paramètres d'un signal sont des dispositifs conçus pour régler les caractéristiques électriques ou physiques d'un signal, tout en préservant essentiellement sa nature d'origine. Ces interfaces permettent de manipuler des aspects tels que l'amplitude, la fréquence ou d'autres propriétés du signal, et elles peuvent être pneumatiques, électriques ou électroniques. Dans les interfaces pneumatiques on trouve la cellule oui, la cellule non, le relais amplificateur, le relais manostatique, le vacuostatique et le distributeur piloté. Par contre, dans les interfaces électriques on trouve les transformateurs, les relais électromagnétiques instantanés, les relais électromagnétiques à accrochage, les relais temporisés et les relais clignotants. Et enfin, les contacteurs. Les interfaces électroniques contiennent les découpleurs optoélectroniques et les convertisseurs. Dans interfaces modifiant la nature d'un signal on trouve les électrovannes, les contacts à pression, les capteurs à seuil de pression à sortie électrique, les manostats et les vacuostats à sortie électrique, et aussi les électrodistributeurs. Les organes de commande, essentiels dans les systèmes d'automatisation et de contrôle, dirigent les actions des équipements et des processus. Ils incluent une variété de dispositifs, tels que les relais, les contacteurs, les séquenceurs, et les automates programmables, qui régulent l'activation et la désactivation des actionneurs ou des processus selon des critères spécifiques. Ces organes assurent la coordination et la synchronisation des différentes étapes d'un processus, facilitant ainsi l'automatisation efficace des tâches complexes dans divers domaines industriels.
Un séquenceur est un dispositif électronique qui permet de contrôler séquentiellement l'activation et la désactivation de différents actionneurs ou processus dans un ordre spécifique. Il assure la coordination et la synchronisation des différentes étapes d'un processus, ce qui permet d'automatiser efficacement des tâches complexes. Les séquenceurs peuvent être utilisés dans une variété d'applications industrielles, allant de la production manufacturière à la gestion des installations, en passant par le contrôle de processus complexes. Un séquenceur pneumatique fonctionne en utilisant des valves pneumatiques pour diriger le flux d'air vers différents actionneurs pneumatiques. Il comporte généralement plusieurs entrées pour les signaux de commande et plusieurs sorties pour les actionneurs pneumatiques. En fonction des signaux de commande reçus, le séquenceur pneumatique ouvre et ferme les valves pneumatiques de manière séquentielle, ce qui active les actionneurs pneumatiques dans l'ordre spécifié. Les séquenceurs pneumatiques sont largement utilisés dans l'automatisation industrielle pour contrôler des processus séquentiels, tels que l'assemblage, la manipulation de matériaux, les opérations de machines-outils, etc. Ils sont également utilisés dans les applications où il est nécessaire de contrôler plusieurs actionneurs pneumatiques de manière synchronisée et séquentielle pour accomplir une tâche spécifique.